Les récentes activités rebelles dans l'univers ont poussé la dictature de l'Empire galactique à annoncer de nouvelles lois, encore plus strictes qu'avant. Les taxes sont multipliées par 5, et toute utilisation des traditions locales, comme les festivals, pour dissimuler des activités rebelles entraînera la fin de la tolérance impériale. Tous les crimes, même les plus petits, seront désormais classés en infraction de catégorie 1, et toutes les amendes en suspens devront être payées immédiatement. Après s'être mêlé à des activités rebelles qui ont impliqué des vols et des affrontements avec les gardes de l'Empire, Cassian retourne en secret chez sa famille adoptive, sur la planète Ferrix. Sa mère, Marva, l'accueille chaleureusement, mais elle le prévient que cet endroit n'est plus sûr, car les troupes impériales sont partout. Quelqu'un l'a dénoncé et maintenant, il est recherché. Cassian lui assure qu'il a gagné assez d'argent pour qu'ils fuient ensemble dès le matin. Ensuite, il file discrètement voir Bix dans sa casse. Mais elle n'est pas ravie de le voir, car sa présence signifie danger. Tout le monde en ville lui en veut pour l'arrivée massive des troupes, et ce n'est qu'une question de temps avant que quelqu'un le dénonce. Il lui promet de partir le lendemain et lui demande des nouvelles d'un mystérieux acheteur qui devait le contacter, mais Bix ignore qui est cette personne. En se déplaçant prudemment dans la ville pour éviter les soldats, Cassian se remémore un jour d'il y a quelques années. Alors que les troupes défilaient dans les rues, un groupe de rebelles a commencé à lancer des pierres. Le père de Cassian a tenté de les arrêter pour éviter des ennuis, mais c'était trop tard. Les soldats se sont retournés et ont arrêté les manifestants, y compris le père de Cassian, qui a été pendu en guise de punition. Après avoir évité quelques gardes supplémentaires, Cassian rentre chez lui, mais il apprend que Marva ne veut pas partir. Elle lui explique que l'Empire est partout, donc fuir ne changera rien. Elle préfère rester et aider la rébellion. Cassian la prend pour une folle et décide de partir seul. Un peu plus tard, Cassian vit sur la planète balnéaire de Niamo, sous le faux nom de Kif Jirgo. Quand il se promène, il jette sans cesse des coups d'œil aux drones et aux soldats dans les environs, montrant une légère paranoïa. Un jour, un soldat remarque son comportement suspect et l'interpelle. Cassian essaie de se justifier en disant qu'il va juste au magasin, mais le soldat ne le croit pas et l'empêche de partir, pendant qu'un droïde pourchasse des gens en fuite. Une fois son travail terminé, le droïde attrape Cassian par le cou et le plaque contre un mur. Quelques instants plus tard, Cassian se retrouve au tribunal, mais heureusement, ils ne connaissent pas sa véritable identité. Il est accusé de perturbation civile, discours anti-impérial, fuite de la scène d'une activité anti-impériale, et destruction de biens impériaux. Il tente de se défendre contre ces accusations mensongères, mais le juge ajoute cela comme une autre charge et le condamne à 6 ans de prison. Ensuite, Cassian est mis en file avec d'autres prisonniers pour monter dans des navettes qui les emmèneront vers diverses prisons. Il essaie encore une fois de s'expliquer, affirmant qu'il n'est qu'un simple touriste, mais les gardes le menacent de leurs armes pour le faire avancer. Dans la navette, tous les prisonniers doivent retirer leurs chaussures et leurs mains sont menottées au siège. Ils arrivent finalement à Narkina 5, une planète principalement recouverte d'eau où chaque bâtiment est en réalité un énorme vaisseau. Les prisonniers sont déposés dans l'un de ces navires, et le gardien leur explique que c'est une installation industrielle. Ils seront tous forcés de travailler. Puis, il appuie sur un bouton qui fait grimacer tout le monde de douleur jusqu'à ce qu'il s'effondre. Le sol est électrifié à la demande, c'est pour ça que les prisonniers doivent garder les pieds nus, tandis que le personnel porte des bottes spéciales. Les sols sont en acier et il y a 3 niveaux de choc, ce qu'ils viennent de subir, ce n'était que le niveau 1. Après avoir reçu son uniforme de prisonnier, Cassian est envoyé à l'étage de l'usine qui lui est assigné. Il y a un petit retard à l'entrée, ce qui lui permet d'entendre tous les détails sur les gardes et leurs horaires. Tous les prisonniers mettent les mains sur la tête dès qu'ils voient un garde, et Cassian est conduit à la zone de travail par un ascenseur. L'usine compte 7 niveaux, et Cassian est affecté à l'équipe de jour du niveau 5. Le responsable de cette unité, Loi, lui montre comment ça fonctionne. Les quarts de travail durent 12 heures et les prisonniers sont constamment évalués. Les différentes zones sont en compétition les unes contre les autres, donc Loi avertit Cassian de ne pas ralentir l'équipe s'il ne veut pas d'ennui. Cassian rejoint sa table de travail et rencontre ses coéquipiers, qui essaient de terminer le travail rapidement. Comme il manque d'un homme depuis un certain temps, ils sont en retard sur la production. Tout à coup, l'annonce tombe, la productivité du secteur 5 n'est pas acceptable, et Loi ordonne à tout le monde de se dépêcher, menaçant de punir la table la plus lente. Tout le monde se met à travailler aussi vite que possible, mettant toute son énergie dans la tâche. Après la fin de la journée, les prisonniers se mettent à nouveau en file pour laisser la place à l'équipe de nid. Cassian remarque un homme en train de parler avec quelqu'un d'un autre secteur en utilisant le langage des signes à la fenêtre. Ensuite, le groupe de Cassian est emmené à leur bloc, où ils découvrent les règles des lumières. Blanc, c'est froid. Rouge, c'est chaud. Si les lumières blanches clignotent, ils ont quelques secondes pour regagner leur cellule. Le sol est équipé de capteurs, et si 2 prisonniers se retrouvent dans la même cellule, ils sont grillés sur le champ. Cassian est conduit à sa nouvelle cellule, équipé de tout le nécessaire, un rack avec de l'eau, une veilleuse, un rasoir, une assiette avec une cuillère, et des toilettes rétractables. La nourriture sort d'un tube et il peut en manger autant qu'il veut, car les gardes veulent qu'il reste en bonne santé et plein d'énergie. L'équipe qui obtient les meilleurs résultats de production a droit à de la nourriture plus savoureuse, tandis que les perdants se font électrocuter. Il y a aussi un écran dans chaque cellule qui affiche le nombre de jours restants à purger. Un homme demande à Cassian ce qu'il a fait, et quand Cassian répond « rien », l'homme n'est pas surpris.
Il lui confie que les peines ont été doublées récemment à cause des nouvelles lois. Les prisonniers commencent à discuter des nouvelles et de la situation avec les rebelles, mais Cassian fait semblant de ne rien savoir. Un autre homme lui conseille de ne pas trop regarder le compteur des jours, car ça n'a aucune importance. Selon lui, ils resteront prisonniers aussi longtemps que l'Empire aura besoin d'esclaves. Leur conversation est brusquement interrompue par Loi, qui pousse l'homme contre le mur et le fait taire. À cet instant, l'alarme retentit, annonçant un sol rouge, et tout le monde retourne rapidement dans sa cellule avant de se faire griller. Les lumières restent rouges toute la nuit et deviennent blanches le matin venu. 30 jours plus tard, Cassian s'est habitué à la routine de la prison. Il mange la nourriture infecte sortie du tube, se brosse les dents avec une brosse fixée au mur, et rejoint son groupe dans la douche commune. Le lavage se fait par un système de vapeur automatisé avant que les prisonniers ne reçoivent des vêtements propres. Il travaille ensuite pendant 12 heures, et si quelqu'un ralentit ne serait-ce qu'une seconde, Loi le réprimande immédiatement. Cette nuit-là, Cassian est réveillé par un horrible bruit, un prisonnier s'est suicidé en sautant sur le sol rouge. Plutôt que de montrer de la compassion, les autres prisonniers se plaignent de l'odeur et de l'impact que cela aura sur leur productivité. Sur Ferrict, Bix et un ami s'occupent de Marva, qui est gravement malade. Bix entre dans une zone secrète derrière un atelier de réparation et active un émetteur radio illégal pour tenter d'envoyer un message à Cassian à propos de sa mère. Le réseau rebelle capte son message et les dirigeants coupent la ligne de Bix pour des raisons de sécurité. Le lendemain, Bix est horrifiée de découvrir que les soldats ont arrêté le propriétaire de l'atelier, et elle se sent coupable d'avoir utilisé la radio. Le capitaine la repère dans la foule et l'appelle par son nom, ce qui pousse Bix à s'enfuir aussi vite que possible. Malheureusement, les gardes la rattrapent rapidement et l'arrêtent à son tour. Elle est ensuite emmenée devant la lieutenante Mero pour un interrogatoire. Mero la menace de douleur si elle ne coopère pas, et commence à poser des questions sur Cassian et l'acheteur mystérieux. Quand Bix lui fait remarquer qu'elle ne croira aucune de ses réponses, Mero autorise la torture. Bix est attachée à une chaise avant qu'un médecin ne lui mette un casque qui la fait hurler de douleur. Après des heures de torture, Mero reprend l'interrogatoire. Une fois terminé, elle ordonne aux gardes de garder Bix en vie comme témoin, mais de pendre le propriétaire de l'atelier. En prison, le coéquipier de Cassian, Ulaf, a une main blessée et a du mal à travailler, alors Cassian prend le relais. Loi félicite Cassian pour sa réactivité et annonce qu'Ulaf rentrera bientôt chez lui car il ne lui reste plus que quelques jours à purger. Plus tard, Cassian profite d'une pause aux toilettes pour retirer un panneau et commencer à limer un tuyau. À ce moment-là, l'arrivée d'un nouveau prisonnier est annoncée, et Cassian se précipite pour reprendre sa place. Lui et Birnock observent attentivement les mouvements des gardes, révélant qu'ils planifient leur évasion depuis des jours. Après l'arrivée du nouveau, les prisonniers reprennent le travail et Ulaf insiste pour continuer, malgré son état. À la fin du service, la file pour retourner aux cellules avance plus lentement que d'habitude. Grâce à des signaux manuels à la fenêtre, ils apprennent qu'il se passe quelque chose au niveau 2. Soudain, l'électricité s'éteint, mais elle revient en quelques secondes. Loi les informe qu'un homme manque à l'appel, ce qui retarde le décompte. Une alarme se déclenche et les prisonniers devinent que la situation au niveau 2 s'aggrave, mais Loi leur interdit de communiquer par signaux à la fenêtre. Une voix annonce que tout le monde doit bien se comporter ce soir, sinon les sols seront activés sans préavis. De retour dans leur cellule, Cassian demande au nouveau prisonnier s'il a déjà pensé à s'évader, mais Loi l'empêche de répondre. Cassian essaie aussi d'obtenir des informations sur les gardes des autres étages, mais Loi refuse de répondre et le met en garde contre ses idées folles avant de s'endormir. Cassian, frustré, crie que personne n'écoute. Le lendemain matin, pendant le changement de service, l'équipe de nuit annonce que 100 prisonniers du niveau 2 ont été exécutés. Ulaf, qui a du mal à entendre, demande ce qui est arrivé aux prisonniers du niveau 2, et le nouveau lui répond qu'ils ont été libérés. Loi le frappe pour cette remarque sinistre, mais Cassian intervient avant que cela ne dégénère, rappelant à tout le monde de faire semblant de ne rien savoir, sinon les gardes les surveilleront de plus près. Loi finit par dire à tout le monde que les morts du niveau 2 ne sont que des rumeurs et qu'ils n'ont rien entendu. Pendant leur service, Ulaf montre des signes de fatigue et peine à suivre le rythme. À la fin de la journée, il s'effondre finalement et Cassian, ainsi que les autres, doivent le couvrir des regards des gardes. Malgré l'état d'Ulaf, une autre table a produit moins qu'eux, ce qui signifie que l'équipe de Cassian échappe à l'électrocution. Sur le chemin du retour vers leur cellule, Ulaf s'écroule finalement. Loi demande aux responsables de l'équipe de nuit de faire venir un médecin et encourage Ulaf à tenir bon, lui rappelant qu'il ne lui reste que quelques jours avant de rentrer chez lui. Un médecin arrive rapidement, mais après un bref examen, il annonce qu'il n'y a rien à faire, Ulaf a eu un AVC massif. En préparant une injection, le docteur explique que dans une semaine, tout le monde suppliera pour une mort paisible comme celle-ci, et conseille à Loi de maintenir ses hommes en ligne. Ulaf reçoit une injection euthanasiante et meurt sans douleur. Lorsque le garde quitte la pièce pour aller chercher un sac et une civière, le médecin en profite pour révéler qu'un homme, soi-disant libéré du niveau 4, s'est retrouvé au niveau 2 le lendemain. Lorsque les prisonniers du niveau 2 l'ont découvert, tout le monde a été exécuté. Cassian et Loi réalisent alors que personne ne quittera jamais cette prison. De retour dans leur cellule, Loi confie enfin à Cassian qu'il n'y a jamais plus de 12 gardes par étage. Cassian lui dit qu'ils doivent s'échapper des deux mains,
car si les gardes ont tué 100 hommes pour garder le silence, c'est qu'ils doivent craindre quelque chose. Les rumeurs vont se propager. Ils doivent partir avant que la sécurité ne soit renforcée. Loa n'est pas convaincu par le plan de Cassian, mais ce dernier lui fait remarquer qu'un nouveau prisonnier viendra remplacer Ulaf, offrant le moment parfait pour frapper. De retour dans les cellules, Cassian informe les autres prisonniers de ce qu'il a appris du docteur. Loa finit par craquer, en hurlant que personne ne s'en sortira jamais, et on voit tout le monde se coucher en leur demandant d'y réfléchir. Le lendemain matin, Loa prononce un discours inspirant pour convaincre les prisonniers qu'ils doivent s'unir pour s'échapper. En chemin vers l'usine, l'interphone annonce que tous les changements de service se feront désormais en silence. Pendant plusieurs heures, tout le monde travaille en restant sur ses gardes. Lorsque Cassian voit enfin une ouverture, il quitte discrètement sa table, et un coéquipier lui passe une clé qu'il cache dans sa manche. Birnock quitte aussi sa table pour se mettre en position. Les gardes annoncent l'arrivée du nouveau prisonnier, tandis que les détenus commencent à ramasser des pièces de machines ou des outils pour s'armer. Cassian se rend aux toilettes et continue de limer le tuyau, provoquant une fuite d'eau. Il retourne ensuite juste à temps pour l'arrivée du nouveau prisonnier. Lorsque l'eau atteint la salle, les gardes activent l'ascenseur et les prisonniers déclenchent leur plan. Deux d'entre eux font semblant de se disputer, et tandis que les gardes sont distraits, Cassian insère la clé dans l'ascenseur pour le bloquer. Ensuite, les prisonniers brisent une machine pour exposer un tuyau de vapeur. Le garde sur l'ascenseur électrocute le nouveau prisonnier, mais Birnock saute sur la plateforme et la fait céder, faisant tomber le garde. Le nouveau prisonnier saisit l'arme du garde pour se venger, mais un autre officier le neutralise rapidement. Les officiers s'apprêtent à ouvrir le feu, mais Loa commande aux prisonniers d'attaquer. Bien que plusieurs prisonniers soient abattus, les autres continuent à lancer des objets sur les gardes. Birnock est abattu en tentant de grimper, et Cassian prend sa place. Les gardes, épuisés par les projectiles, décident d'activer le sol électrique. Les prisonniers sautent sur les tables pour éviter d'être électrocutés, mais certains n'y parviennent pas à temps et sont foudroyés. Le contact entre l'eau et l'électricité provoque un court-circuit, coupant l'électricité au niveau 5. Maintenant que le sol électrique est désactivé, les prisonniers peuvent se déplacer librement, et Loa mène une révolte. Les gardes ouvrent de nouveau le feu, tuant plus de prisonniers, mais Cassian parvient à atteindre un garde, le fait trébucher, puis le neutralise avant d'abattre un autre garde. Loa et les autres prisonniers grimpent, et Cassian tue le garde au panneau de contrôle. Pendant ce temps, l'eau commence à inonder les autres niveaux. Les prisonniers accèdent à l'armurerie et s'équipent d'armes, abattant les gardes qui arrivent en renfort. Le chaos se propage rapidement dans toute la prison, et des prisonniers des autres niveaux rejoignent la révolte. Alors que Cassian et Loa montent, un compte à rebours est annoncé pour isoler le niveau 5, mais ils atteignent la salle de commande à temps et forcent un officier à désactiver le compte à rebours et à couper l'électricité dans toute la prison. Les générateurs hydroélectriques sont arrêtés avant que le générateur de secours ne prenne le relais. Cassian maintient les officiers contre un mur, tandis que Loa utilise le microphone pour informer tous les niveaux de la situation. Il exhorte les prisonniers à s'échapper maintenant que les sols électriques sont désactivés, confirmant que le massacre du niveau 2 est réel. Bientôt, des émeutes éclatent à tous les niveaux. Réalisant qu'ils sont en infériorité numérique, les gardes restants se réfugient dans un bunker. Les prisonniers dévalent les couloirs et atteignent finalement le sommet de l'installation, où ils commencent à sauter dans l'eau. Loa, cependant, admet qu'il ne sait pas nager. Avant que Cassian puisse l'aider, il est poussé dans l'eau par la foule en délire. Quelques heures plus tard, Cassian et un autre prisonnier atteignent la terre ferme et s'enfuient sous la lumière de 3 lunes.